Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur Mediafrique News en direct de Libreville au Gabon, d'où nous émettons. À la une de l'actualité ce soir, le président sortant Madabio a été réélu hier pour un second mandat dès le premier tour avec 56% des voix. Plusieurs chantiers attendent ce président dont la réélection est très contestée à la fois par les opposants et par les observateurs européens. Toujours dans l'actualité en Égypte, la cité des morts du Caire craint de partir en poussière. La célèbre nécropole fondée il y a 14 siècles au cœur de la ville historique est menacée par des travaux de réaménagement et des travaux routiers du gouvernement. Quelques heures après sa réélection, Julius Madabio a prêté serment malgré les soupçons de fraude mis en avant par les opposants et par les observateurs européens. En plus des tensions qu'il devra s'atteler à apaiser, le président réélu fera face à de nombreux chantiers dans un pays en proie à une grave crise économique et un chômage de masse. Karl Makemba. Alors que l'heure est encore aux contestations en Sierra Leone après la réélection dès le premier tour de Julius Madabio, le président semble avoir déjà tourné la page puisqu'aussitôt les résultats rendus publics, il a été investi. De nombreux chantiers attendent à présent le président Bio qui devra dans un premier temps s'atteler à réconcilier son pays emprunt à de nombreuses fractures sur fond de crise sociale en plus de la crise politique qui se profile. Depuis la fin de la crise de Covid, les tensions sociales éclatent régulièrement dans le pays, comme en août dernier où de violentes manifestations ont donné lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre. La crise de Covid-19 a permis de mettre en lumière la trop forte vulnérabilité du pays qui est encore très dépendant des importations avec des conséquences graves sur le pouvoir d'achat des ménages. Ainsi, en décembre 2022, les prix des produits de première nécessité ont connu une hausse de 46% contre 19% l'année précédente. Les prix des carburants ont eux aussi connu une hausse de 100% en un an. Effet direct de cette hausse des carburants, en plus de la baisse du pouvoir d'achat, une hausse des coûts de la production agricole. Par ailleurs, le pays doit aussi faire face à une crise alimentaire aiguë puisque 81% de la population se trouve en situation d'insécurité alimentaire selon l'ONG Action contre la faim. Pour ne rien arranger, le pays connaît également une dépréciation de sa monnaie de l'ordre de 70%, fragilisant ainsi sa capacité d'investissement. L'homme fort de Freetown qui a été réélu avec la promesse de réduire considérablement le chômage des jeunes, de réduire la dépendance extérieure au plan alimentaire et de lutter contre la corruption, c'est qu'il sera très scruté par la jeunesse qui nourrit de fortes attentes. En République démocratique du Congo, les relations entre le régime de Félix Tshisekedi et l'Église catholique sont en dents de scie. Le pouvoir reproche au clergé catholique de militer en faveur d'un candidat déclaré à la présidentielle de décembre 2023, alors que l'Église inscrit son combat dans la dynamique du bien-être de la population. Amourimani Christian, notre correspondant en RDC. Tension entre le président Félix Tshisekedi et les évêques de l'Église catholique à moins de 6 mois déjà des élections générales. Le 25 juin dernier, au culte de la célébration du jubilé d'argent de l'évêque de Mbujimayi, le président congolais a dénoncé une dérive au sein de la plus importante confession religieuse du pays. L'Église doit accompagner toutes les filles et tous les fils de la République qui sont en politique de la même manière, sans distinction aucune. Car il y va de la stabilité de notre cher pays. Et je sais que vous, Monseigneur Outembi, que vous, Monseigneur Kassanda, vous comprenez cela de la plus belle manière. Mais il se fait que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risquerait de diviser notre nation. Le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, Monseigneur Donatien Cholet, souligne de sa part que l'Église a toujours été du côté des faibles. Selon lui, le chef de l'État n'a pas pu lire leur dernier message et s'est contenté de ce qu'on lui a rapporté certainement
plupart des gens qui n'aiment pas l'Église. Je comprends d'abord qu'il était en colère parce qu'il a parlé avec rage. C'est tout à fait normal, c'est un humain. Si quelque chose ne lui a pas plu, il peut exprimer ses émotions. Les lignes d'encadrement pour évaluer si l'Église dérape ou pas, c'est la doctrine sociale de l'Église et non la volonté d'un individu. Les relations entre les régimes en place et l'Église catholique sont en dents de scie. Le pouvoir reproche au clergé catholique de militer en faveur d'un candidat déclaré à la présidentielle de décembre 2023, alors que l'Église inscrit son combat dans la dynamique du bien-être de la population. Présente dans le pays depuis 2022, la mission de transition de l'Union africaine en Somalie ATMIS, qui a succédé à la mission de l'Union africaine en Somalie AMISOM, a vu ce mardi son mandat reconduit de 6 mois par le Conseil de sécurité de l'ONU. Cette démarche s'inscrit dans un processus de transition visant à retirer progressivement les forces africaines dans le pays et une reprise en main de la sécurité par les forces armées somaliennes. Le point avec Karl Makamba. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé ce mardi le mandat de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie. Cette démarche, qui s'inscrit dans un plan de retrait des forces africaines du pays, est dans sa phase première. En effet, le Conseil a acté le départ de 3000 hommes d'ici septembre, l'objectif étant qu'à l'horizon 2024, les forces armées somaliennes disposent de toutes les capacités permettant de sécuriser leur territoire contre le groupe islamiste Al-Shabaab. La résolution du Conseil invite la Somalie à poursuivre les efforts dans sa lutte contre les Shabaab et à soutenir l'ATMIS jusqu'à la fin de son mandat. Dans le même temps, le Conseil a exhorté les partenaires de la Somalie à proposer une évaluation d'ici le 31 août du bilan de la première phase du retrait. Concrètement, le calendrier fixé par la résolution invite l'Union africaine et les autorités de Mogadiscio à faire un point d'étape le 15 septembre afin de préparer la deuxième phase du retrait. Par ailleurs, le gouvernement somalien devra présenter d'ici le 30 novembre une avancée dans la mise en place du dispositif national de sécurité révisé qui lui permettra de mieux envisager un plan de lutte efficace contre les groupes islamistes après le départ des derniers soldats africains. Présente dans le pays depuis 2022, ATMIS a succédé aux forces de l'AMISOM avec un mandat plus offensif. Alors que le départ des forces africaines en Somalie était déjà annoncé pour 2018, la réalité du terrain a fini par avoir raison de la communauté internationale. Si l'instance onusienne entend cette fois bien respecter le calendrier, elle ne perd pas de vue le caractère volatile de la situation dans un pays qui subit encore des attaques terroristes. Il y a un mois encore, 54 soldats ougandais de cette force de transition trouvaient la mort au cours d'une attaque de leur base. Partons au Gabon après la publication du calendrier électoral le 25 juin dernier par le Centre gabonais des élections CGE. Selon cette institution, les Gabonais sont attendus aux urnes le 26 août prochain, une décision qui est fortement contestée par l'opposition gabonaise. Le constat avec Pierre Issonozue. Quelques jours après la communication du Centre gabonais des élections relative aux joutes électorales au Gabon, puis entérinée par le gouvernement, le chronogramme tracé par l'organe en charge de l'organisation des élections ne semble pas faire l'unanimité dans la classe politique gabonaise. Pour preuve, plusieurs leaders de l'opposition dénoncent une manœuvre destinée à faciliter la réélection du président sortant Ali Bongo, en plus d'être à l'encontre du code électoral, vu le manque de publication à ce jour des listes électorales. Une contestation balayée d'un revers de la main par le parti au pouvoir, en l'occurrence le député Rodrigue Abourou au Togo, qui qualifie ces déclarations d'absurdes. Le Centre gabonais des élections, par exemple, il faut savoir que le vice-président est de l'opposition. Donc ça veut dire que toutes les décisions qui s'y prennent sont collégiales. Donc majorité, opposition. Donc il n'y a aucune raison à ce qu'à la suite de ça, qu'il y ait de problèmes particuliers, puisque tout le monde aurait été mis ensemble sur la table pour discuter de la façon dont les choses doivent s'apaiser. Et ensuite, il appartient à chaque camp politique de sensibiliser,
ses sympathisants par rapport à toutes ces questions-là. Si pour l'opposition gabonaise, les dates fixées par le Centre gabonais des élections sont taillées à la faveur du candidat du Parti démocratique gabonais, ces arguments sont fallacieux pour la majorité républicaine. Il n'en demeure pas moins que pour le commun des Gabonais et les observateurs de la vie politique, plusieurs interrogations demeurent, notamment les aspects liés à la logistique du matériel électoral fiable et de qualité. Y aura-t-il une salle pour chaque élection ou toutes les trois se feront dans la même salle? Les électeurs recevront-ils l'ensemble des bulletins de vote en même temps? Qu'en est-il de leur authentification? Cette authentification serait-elle manuelle? Autant de questions qui alimentent les conversations des Gabonais à l'approche des joutes électorales. « 264 000, c'est le nombre de tonnes de tabac produit depuis le début de l'année au Zimbabwe. Un record qui a rapporté des centaines de millions de dollars et qui se fait au détriment de l'agriculture vivrière. Le récit est de Michael Ba. Premier producteur africain de tabac, le Zimbabwe a cette année produit quelques 264 000 tonnes de cette plante. Un record qui a rapporté au pays environ 800 millions de dollars US, soit 630 millions de livres sterling. Des chiffres qui, selon l'autorité de commercialisation du tabac, seront revus à la hausse au fur et à mesure que les agriculteurs livreront leur production. Ce record serait à 85% le fait de petits exploitants agricoles qui malheureusement ont délaissé les cultures vivrières au profit de celles du tabac. Ainsi, depuis le début de l'année, 9% de la population est confrontée à une extrême insécurité alimentaire et la majorité seraient des petits exploitants agricoles. Afin de renforcer la résilience des agriculteurs à la crise alimentaire, l'agence d'aide américaine, l'USAID, a octroyé 8 millions de dollars à l'organisme alimentaire onusien, la FAO, dans le but de soutenir la création ou la remise en état d'infrastructures agricoles vivrières et pour former 65 000 Zimbabwéens à la gestion d'entreprises dans les 5 mois à venir. Rappelons que selon le Programme alimentaire mondial, 300 millions de personnes sur la planète traversent une crise alimentaire aiguë, alors que dans le même temps, 3 millions d'hectares de terres arables sont consacrés à la culture du tabac, et cela même dans les pays où des humains souffrent encore de la malnutrition, comme le Zimbabwe. En Égypte, depuis 2020, des milliers de tombes de la Cité des Morts, la plus ancienne nécropole du monde musulman, inscrite au patrimoine de l'UNESCO, sont détruites au Caire. Une situation qui serait à l'origine des travaux menés par le gouvernement du président égyptien. Suivant ce reportage. Les propriétaires des dépouilles enterrées dans l'enceinte de la plus vieille nécropole musulmane du monde, sise en Égypte au Caire, ne savent plus où donner de la tête. Et pour cause, les travaux de construction des autoroutes, des ponts, dessinent progressivement les quartiers résidentiels, espaces verts et même cimetières historiques. Une situation qui est décriée par certains observateurs de la vie politique égyptienne. En effet, selon Dalia Marda, professeur à l'université américaine du Caire, cette procédure du président Abdel Fattah al-Sisi est qualifiée de politique du bulldozer. Car c'est plus de 200 000 Égyptiens qui ont vu leur logement détruit pour laisser place à des investissements. Inscrits au patrimoine de l'UNESCO, des milliers de tombes de la Cité des Morts, par ailleurs la plus ancienne nécropole musulmane du monde, ont été détruites. Effrayés à l'idée de perdre totalement les vestiges de leurs parents disparus, certains ont déplacé les restes de leurs proches, à défaut de se rendre à une dizaine de kilomètres de la Cité des Morts pour se recueillir. Cependant, pour les autorités égyptiennes, ces différentes destructions visent à éradiquer la deuxième plus grande capitale du continent africain, des bidonvilles. Parlons de l'actualité hors du continent en plus bref. En France, des tensions ont gagné plusieurs quartiers de Nanterre mardi soir en réaction à la mort d'un jeune homme de 17 ans tué par un tir de la police consécutif à un refus d'obtempérer. Le policier auteur du coup de feu a été placé en garde à vue pour homicide volontaire. Selon plusieurs sources, la balle tirée à bout portant a atteint le conducteur à la poitrine. Celui-ci n'a pas pu être réanimé malgré un massage cardiaque. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre.
L'Océan Viking, le navire ambulance affrété par SOS Méditerranée, a secouru mardi 27 juin 86 personnes en détresse au large de la Libye. Sur une embarcation de fortune, elle tentait de rejoindre l'Europe, a déclaré l'ONG humanitaire basée à Marseille. Les rescapés ont été pris en charge par les équipes de SOS Méditerranée et de la Fédération internationale de la Croix-Rouge à bord de l'Océan Viking. Les autorités italiennes ont désigné Bari comme port sûr pour le débarquement des rescapés, ce qui représente 3 jours de navigation. Le tableau de Gustav Klimt, la dame à l'éventail, a battu le record européen de vente aux enchères. Le tableau du célèbre peintre autrichien s'est vendu ce mardi à Londres lors d'une vente aux enchères organisée par Sotheby's. Il a été adjugé à 74 millions de livres, soit plus de 86 millions d'euros. Une somme qui dépasse les estimations et qui bat le record d'Europe qui était détenu par Homme qui marche, elle, une sculpture d'Alberto Giacometti, vendue en 2010 à 65 millions de livres. Fermons cette édition en sport. Le footballeur international et ivoirien Wilfried Zaha et le rappeur britannique d'origine ghanéenne Stormiz sont désormais les propriétaires d'un club de football anglais. En effet, Zaha et Stormiz ont racheté le club de leur quartier d'enfance Croydon à Londres. Regardons. Wilfried Zaha et Michael Ebenezer Kwadjo, dit Stormzy, propriétaire d'un club de football anglais, c'est désormais fait. Mardi, l'international ivoirien Wilfried Zaha, actuel joueur du club londonien de Crystal Palace, et le rappeur d'origine ghanéenne Stormzy ont racheté le club de Croydon Athletic. Grâce au consortium que les deux amis ont monté en collaboration avec Danny Young, l'ancien responsable de l'équipement de Crystal Palace, ils ont pu racheter le club de quartier dans lequel ils ont grandi, dans la capitale britannique. Alors que le club évolue actuellement en 9e division anglaise et que le deal doit encore être soumis à des procédures législatives et de gouvernance, les trois hommes se disent heureux à l'idée de développer un projet communautaire. Ils espèrent que l'ensemble de la communauté de Croydon les suivra dans cette aventure trépidante. Rappelons qu'en 2022, le footballeur ivoirien avait déjà racheté un club, mais cette fois-ci en Côte d'Ivoire. Il s'agissait de la formation Académie Cissé Karim, renommée par la suite Espoir Club d'Abengourou. L'objectif pour la star des éléphants est de produire les prochaines stars du football africain et mondial. Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie pour votre fidélité. Suivez l'information continue sur notre page Facebook Mediafrique News avec nos différents flashs d'informations de 9h, 13h et 18h. Et nous, on se retrouve demain à 20h30. Bonne soirée à tous.